Merci infiniment donc à toute l'équipe des AFC du Morbihan de l'invitation. Je suis extrêmement sensible à ça. Et puis merci à vous de votre présence malgré la concurrence télévisuelle qui a pu peut-être conduire certains à rester chez eux. Bien vous êtes présents, je vous en remercie. Alors, bon, je dois évidemment préciser un certain nombre de choses avant de rentrer dans le dur, je dirais, de l'analyse politique que je vais tenter de vous proposer. Étant entendu que, naturellement, si je devais faire un panorama complet de toutes les forces politiques et de tous les enjeux doctrinaux qui bien, sont présents dans le cadre d'une élection présidentielle, c'est bien une élection présidentielle, j'avoue que, pardon Franz, je ne sais pas si vous avez dit les élections, mais j'avoue que je suis exaspéré par ceux qui parlent des élections présidentielles. Il y a une circonscription nationale, il y a 2 tours, mais c'est une élection présidentielle et non pas les présidentielles. Bon, de toute façon, ça n'a aucun intérêt, je ne vais pas commencer à perdre du temps là-dessus. Bien, en tout cas, si je devais présenter tous les enjeux doctrinaux, tous les enjeux sociaux, toutes les forces politiques, je n'aurais pas le temps de le faire en 1 heure, 1 heure un quart, et puis ensuite vous laisser le temps de m'interpeller, de me contredire, de me poser des questions. Donc évidemment, il est certain que je vais sans doute présenter que certains aspects, en espérant que cela, je dirais, ne vous désarçonne pas. Et c'est vrai que, d'abord, ces aspects, ils sont liés à mon propre prisme. C'est vrai, Franz l'a dit, je suis plutôt spécialiste des forces politiques de droite plutôt que de gauche. Bon, et puis je suis amené à penser, pour des raisons assez, comment dire, assez fortes, que la pression idéologique, l'expansion comment dire, électorale vient de ce côté-là du spectre politique et non pas de l'autre côté. Mais évidemment, en outre que je suis spécialiste de cela, il y a un certain nombre de fois où je suis intervenu publiquement, par exemple pour parler du vote catho, de la force et de la faiblesse du vote catholique, et c'est vrai que pour le coup je ne l'aborderai pas ici directement dans la conférence, même si naturellement je suis parfaitement prêt à répondre à vos questions pour essayer d'identifier par exemple l'étendue, la force, le poids électoral de ce que pourrait être un vote catho. Précisons également que malgré les circonstances, malgré le fait que les hommes politiques se sentent obligés d'avoir un avis à peu près sur tout, y compris sur les sujets qu'ils ne maîtrisent pas, pour ma part, je ne suis pas spécialiste de géopolitique. Je m'interroge, comme beaucoup de monde, forcément, sur le fait que ce qui a été autorisé pour le Kosovo n'est pas autorisé pour le Donbass. Bon, d'accord. Enfin, effectivement, je ne suis pas spécialiste de ça, et donc, malgré tout, je n'aborderai pas ces enjeux. Pour terminer cette très très courte présentation, avant d'entrer dans le cœur, je dirais, des problèmes, j'ajouterai que cette conférence, on l'avait décidée, on l'avait programmée avec Franz il y a déjà un certain temps, me semble-t-il, dans mon souvenir, aux alentours du mois de septembre 2021, et je dois dire que j'étais à cette époque assez optimiste quant au renouvellement possible du personnel politique, quant à le renouvellement de l'offre politique. Je ne suis pas certain d'être aussi, comment dire, enthousiaste que j'ai pu l'être il y a quelque temps, et donc c'est vrai que peut-être certains d'entre vous me trouveront un peu, comment dire, un peu maussade, un peu critique. Bien. Pour analyser les forces politiques, j'insiste sur ce point, c'est absolument essentiel. Il faut essayer de combiner non seulement l'aspect doctrinal, bien sûr, mais aussi l'aspect sociologique ou l'aspect électoral. Si on ne s'intéresse qu'aux questions de doctrine, eh bien, on est peu en prise avec la réalité. Si on ne s'intéresse qu'aux questions électorales, on a une vue au ras des pâquerettes et on ne voit pas les perspectives. Et donc, il faut vraiment avoir cet élément-là en tête, puisque la conférence que je vais essayer de vous présenter, c'est d'essayer de combiner, d'associer une analyse des forces politiques et des enjeux qui se présentent à notre société. Et puis, il y a un deuxième élément qu'il faut à tout prix garder en tête, c'est le fait que
eh bien, les forces politiques, elles n'existent pas indépendamment les unes des autres. Elles interagissent les unes par rapport aux autres. On n'existe pas sur le spectre politique uniquement en fonction des idées que l'on professe. On existe sur le spectre politique en fonction de l'état des autres forces politiques. Quand vous avez un parti communiste qui, à lui tout seul, jusque dans les années 70, fait 25% des voix, ben vous comprenez bien qu'évidemment, le rapport de force politique, l'existence des autres forces politiques, dépend de l'existence du parti communiste. Et donc, évidemment, il faut raisonner en termes d'interaction. Je ne vais pas revenir sur quelque chose que je traite couramment et habituellement en conférence, c'est le glissement des forces sur le spectre politique, mais à l'occasion, je pourrais quand même y faire allusion, et si cela ne vous, dérange pas trop, on pourra reporter ça pour plus de développement dans le cadre des questions, si jamais cela vous intéresse. Je terminerai ce court laïus, enfin ce laïus, je dirais, introductif, par le fait que, Franz l'a dit, il est évident que moi je ne suis en aucune manière là, même si j'ai mes propres préférences, naturellement, mais je ne suis en aucune manière là pour donner des satisfecit aux uns ou aux autres. Le fait d'approuver, par exemple, une mesure ou une déclaration d'un candidat, eh bien, cela ne signifie pas qu'on le soutient en tout. À l'inverse, le fait de critiquer une mesure, une stratégie, une proposition, cela ne veut pas dire que l'on est l'ennemi de ce candidat ou de cette force politique. La politique, c'est malheureusement fait de proximité. C'est ce pourquoi l'on a une préférence. Alors, pour reprendre le thème, je dirais, évoqué par Franz au tout début de cette conférence, je ne suis pas là du tout pour vous dire qu'il y a, je dirais, une relativité des choses morales. Non. Je ne suis pas un partisan du subjectivisme en matière morale. En revanche, en matière de politique, dans l'art du possible, eh bien, oui, il y a un moins mal possible que l'on peut peut-être essayer de rechercher. Or, je le précise parce que le temps d'une campagne électorale, c'est très souvent un temps au cours duquel les esprits sont exacerbés, les positions deviennent extrêmement épidermiques. L'esprit sectaire, il faut bien le dire, des partis politiques, qui est assez souvent mortifère, est présent, très souvent présent chez les militants qui ne supportent pas que l'on évoque telle ou telle défaillance ou tel aspect, je dirais, impropre dans une stratégie ou dans un programme. Et donc, par conséquent, j'ose espérer que, eh bien, vous ne m'agresserez pas sur cet aspect-là des choses et que vous éviterez, je dirais, ce que j'ai pu subir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'intervention d'un certain nombre de trolls qui ne supportent pas, qui n'ont par exemple pas supporté que je dise qu'il y avait une forme d'amateurisme, par exemple dans la quête des parrainages, les fameux parrainages de la part d'un certain nombre de candidats, qui n'ont pas supporté que je dise par exemple que dans le fond le système venait au secours des candidats dits anti-système, parce que évidemment s'il n'y avait pas eu un certain nombre de candidats au premier tour de la présidentielle, bah, évidemment ça aurait parfaitement délégitimé l'élection, ce qui, pour ma part, ne m'aurait pas forcément totalement déplu, je dois le reconnaître, ça m'aurait même plutôt amusé, mais voilà, le système, entre guillemets, n'est-ce pas, eh bien, ne pouvait pas se permettre cela. Et donc, il est venu au secours de l'amateurisme, le fait de téléphoner à des maires au lieu de se déplacer, ce qui est évidemment contre-productif et ce qui est quelque peu quand même désobligeant quand on veut obtenir leur parrainage. Bon, voilà, donc j'ai subi un certain nombre de critiques de trolls dont j'espère que, eh bien, vous ne ferez pas, j'espère que vous ne ferez pas la même chose. Quel est l'état de la société qui est la nôtre? Je crois que nous vivons une triple insécurité, une insécurité concernant les personnes et les biens,
une insécurité économique et sociale, le chômage, la paupérisation des classes moyennes, et puis évidemment ce phénomène d'inflation qui est sous nos yeux et qui devient évidemment extrêmement prégnant. Et puis, une insécurité culturelle et morale, culturelle par le déracinement des autochtones, par le multiculturalisme en raison de la présence d'une forte population d'origine immigrée, qu'elle soit ou non d'ailleurs naturalisée, une insécurité morale dans le sens où, eh bien, il y a un risque incontestablement de dénaturation de la nature humaine, que ce soit évidemment par la pratique effrénée et désormais allongée dans les délais quant à l'avortement, c'est-à-dire le fait que l'on s'attaque à la personne, à l'être qui est quand même le plus faible, qui est le plus innocent et qui est sans défense, ou par le phénomène de la théorie du genre ou du transhumanisme. Je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas l'objet véritablement de cette conférence. Mais enfin, en tout cas, il est certain qu'il y a des aspects de cette triple insécurité qui sont traités dans la campagne. Je pense qu'effectivement, la sécurité des personnes et des biens, c'est traité. La question, je dirais, de la paupérisation des classes moyennes, c'est aussi en partie traité, plus ou moins bien et en convaincant ou non, mais enfin, en tout cas, c'est abordé. Mais la question de la sécurité morale, de la perte des repères, la question démographique, et qui est évidemment directement liée à la question de la bioéthique et notamment de l'avortement, elle est quasiment totalement absente. Et puis à cette insécurité culturelle et morale, j'aurais presque envie de dire qu'on pourrait rajouter une quatrième insécurité, ou alors il faudrait l'intégrer dans cette insécurité-là. Eh bien, disons-le, depuis 2 ans, nous connaissons l'insécurité juridique, c'est-à-dire les libertés publiques, n'est-ce pas, qui sont sujettes à caution. Rappelez-vous tout simplement ce qui s'est passé au moment du confinement et le fait que la messe n'était pas considérée comme une activité essentielle. Alors, cet état de la société, d'un point de vue politique, il conduit, ou disons, il se manifeste par une crise de la représentation politique, une crise de la confiance dans le personnel politique et même dans les partis politiques. Si vous regardez les enquêtes d'opinion qui sont faites à ce sujet, il y a très peu de confiance dans les partis politiques. Et cela conduit bien sûr à un phénomène d'abstention. Notons-le tout de même, aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, il y a au moins un tiers de l'électorat, alors on est à 1 mois de l'élection, ça pourra peut-être baisser, mais un tiers de l'électorat aurait l'intention apparemment de s'abstenir aujourd'hui, ce qui est environ 10 points de plus que dans une élection présidentielle normale. L'abstention pour une présidentielle, pour un premier tour, c'est aux alentours de 20%. L'abstention pour un second tour, c'est entre 15 et 20%. Hormis, la dernière fois, vous le savez, il y a eu une augmentation de l'abstention entre le premier et le second tour. On a eu 2 cas dans l'histoire constitutionnelle ou l'histoire politique française sous la Ve République d'augmentation de l'abstention entre le premier et le deuxième tour. C'est en 1969, lorsqu'on a eu un second tour Poher-Pompidou, et où la gauche a dit bah, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, donc on s'abstient. Et puis 2017, où il y a eu une augmentation de l'abstention entre le premier et le deuxième tour, et le second tour plutôt, ce qui n'arrive normalement jamais. Là, non seulement, vous savez, il y a eu les 3/4 des personnes qui se sont abstenues lors des élections locales qui ont eu lieu il y a eu quelques mois, et là on est aujourd'hui, ça peut encore changer, j'entends bien, mais on est à 10 points de plus environ de taux d'abstention pour une présidentielle, ce qui est énorme. Ce qui, entre nous soit dit, montre bien que même les candidats dits anti-système sont pour toute une partie de la population des candidats dans le système. Et pardon de le dire, parce qu'il y a peut-être dans cette salle des gens qui sont des aficionados de Zemmour, mais pensez que pour certaines personnes, Zemmour a été omniprésent à la télévision pendant 2 ans, c'est donc un homme des médias, et des médias mainstream, c'est donc un homme du système. Et donc même si ce qu'il dit pourrait peut-être plaire à ces électeurs-là, il n'empêche que
Il l'a dit dans des médias officiels, dans des médias mainstream. C'est donc un homme du système. Pour certains électeurs, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité que je proclame, mais simplement il faut comprendre. Et disons-le, un taux d'abstention qui serait beaucoup plus important que d'habitude, ce serait un véritable échec pour les candidats, je dirais, les plus extrêmes, que ce soit Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Alors, il est certain que malgré la triple crise ou la quadruple crise que nous avons évoquée tout à l'heure, eh bien, l'opinion publique n'est pas encore prête à ce que je propose d'appeler, en reprenant un néologisme que j'emprunte à un de mes anciens complices, un de mes anciens condisciples d'université, Laurent Baucher, qui avait inventé le néologisme de régimicide. Hein. Évidemment, il avait construit ça sur la base du régicide, hein, le régimicide, sauf peut-être à ce que la crise économique et sociale, la crise financière, ne devienne encore plus prégnante. Un mot quand même pour évacuer la question. Est-ce que l'abstention en elle-même peut faire tomber un régime? La réponse, et en tout cas le régime actuel, la réponse est non. Vous pouvez parfaitement décider de vous abstenir. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Hein. Vous pouvez considérer que l'offre politique qui se présente à vous est totalement insuffisante et que donc par conséquent, puisque votre bulletin blanc ne sera pas considéré comme un suffrage exprimé, eh bien que effectivement, ça ne vaut pas le coup d'aller se déplacer. Simplement, je voudrais indiquer, parce que je sais que c'est un état d'esprit qui peut exister chez certains, l'idée de se dire, mais si l'abstention devient absolument monstrueuse, eh bien, cela fera tomber le système. La réponse est non. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose fondamentale de la philosophie politique sous-jacente du système. Nous vivons dans une démocratie représentative qui repose sur l'idée de la souveraineté nationale. Autrement dit, quand l'électeur vote, il n'est pas là pour exprimer des idées. Quand l'électeur vote, il est là pour exercer la fonction de désigner un représentant. Et c'est le représentant ou les représentants, lorsque nous sommes dans le cadre d'une assemblée, qui, eux, vont exprimer la volonté générale. Par conséquent, à partir du moment où une assemblée est élue, à partir du moment où un président est élu, même s'il y a beaucoup d'abstentions, il est lui l'élu. Député ou président de la République, l'incarnation de la volonté générale. Ce ne sont pas les citoyens qui sont l'incarnation. Nous ne sommes pas dans une démocratie directe. Et d'ailleurs, je signale qu'il est tout à fait étonnant que des candidats de droite, ou d'extrême droite, ou de droite nationale, comme vous voulez, on s'en fiche en fait de l'étiquette que l'on met dessus, eh bien, ait abandonné ce qui était très régulièrement, je dirais, une revendication traditionnelle, je dirais, des candidats de droite radicale, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire, qu'on appelle aujourd'hui plus communément le référendum d'initiative citoyenne, qui était d'ailleurs une des revendications essentielles des Gilets jaunes. Je m'étonne qu'effectivement soit abandonné à Jean-Luc Mélenchon, eh bien, le fait de demander le référendum d'initiative populaire, le fait d'avoir un mandat impératif, c'est-à-dire que l'on puisse destituer un élu s'il vote contrairement aux promesses électorales qu'il a faites, et de lui laisser la possibilité de proposer la révocation des élus. Je termine sur cette crise, je dirais, de la représentation politique, avec l'évocation, bien sûr, de ce phénomène inabouti. C'est vrai, il est inabouti. Mais enfin, tout de même, il a existé, ce phénomène des Gilets jaunes. Ce phénomène des Gilets jaunes qui, eh bien, est né, et le plus important, c'est sans doute cela le plus important, est né hors parti et hors syndicat. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement social qui est né, canalisé par des organisations qui auraient voulu le mettre en place dans un objectif politique donné. C'est né hors parti et hors syndicat. Ce qui montre d'ailleurs une forme d'atomisation de la société, c'est sans doute très dommage, mais ce qui montre quand même qu'il y a la possibilité de l'existence d'un mouvement social en dehors des structures politiques. Et je reviendrai sans doute là-dessus dans la conclusion que je vous proposerai. Et je vous rappelle évidemment les deux principales revendications des Gilets jaunes qui existaient depuis le début. Je suis absolument catégorique parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, je dirais, des commentateurs à nous expliquer que non, ça n'est venu que petit à petit. J'ai des documents
du tout début du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire fin novembre, début décembre, où il est déjà demandé, non pas simplement la fin de la taxe carbone et la baisse du prix des carburants, mais tout simplement le fait de vivre de son travail et non pas de l'État-providence, premièrement, et deuxièmement, le fait de pouvoir participer directement aux décisions collectives par le fait de pouvoir s'autosaisir, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire. Alors, 3 points, si vous le voulez bien, pour cet exposé, étant donné donc la situation, l'état des lieux que nous avons proposé, que je vous ai en tout cas proposé. Le premier point, ce sera de proposer une vision sans doute partielle, mais je dirais de manière globale quand même, de l'état des forces politiques. Et le premier point, évidemment, à évoquer, c'est que, bien entendu, nous saurons véritablement quel est l'état des forces politiques, leur rapport de force, le soir des élections. Pour l'instant, nous ne pouvons nous utiliser que les sondages. Et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui, parce que les sondages ne donnent pas forcément les résultats qu'ils escomptaient, critiquent cet instrument. Je ne suis en aucun cas là pour défendre des instituts qui ne me rémunèrent pas, hein, parce que s'ils me rémunéraient grassement, peut-être que je le ferais. Hein. On peut être mercenaire, pourquoi pas, mais enfin, en l'occurrence, je voudrais vous éviter d'abord de croire des billevesées, et puis ensuite de vous ridiculiser, notamment sur les réseaux sociaux, lorsque certaines personnes écrivent des âneries à propos, je dirais, des sondages. Oui, les sondages peuvent être une fabrique de l'opinion et non pas un instrument de constatation de l'opinion. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Mais pourquoi? Pour une première raison, c'est lorsqu'il y a des questions fermées. C'est-à-dire lorsque l'Institut de sondage propose quel est le sujet qui vous intéresse le plus, une liste. Et une liste fermée, vous ne pouvez pas rajouter, vous ne pouvez pas dire, moi ce qui m'inquiète c'est le transhumanisme, moi ce qui m'inquiète c'est l'avortement. Non, on vous a dit que, est-ce que vous êtes inquiet de telle ou telle question? Et naturellement, en choisissant les mots, il y a des mots qui vont peut-être plus facilement vous attirer que d'autres. Donc là, lorsqu'il y a des questions fermées, lorsque ce sont des sondages avec des questions fermées, oui, ça peut effectivement manipuler. Deuxième manière, effectivement, qui peut conduire à manipuler, mais ça, les instituts de sondage le reconnaissent parfaitement, puisqu'ils ont des clients, c'est-à-dire qu'un sondage, il est commandé par un client. Évidemment, de la manière dont vous posez une question. Si vous dites, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous pensez qu'il est acceptable qu'une personne atteinte d'une maladie incurable et qui souffre énormément, est-ce que celle-ci doit pouvoir partir dans la dignité? Bien évidemment, vous allez avoir 90% des gens qui vont dire oui. Mais si vous posez la question inversement, est-ce qu'une personne qui est atteinte d'une maladie incurable, mais qui a encore une espérance de vie, est-ce que vous pensez qu'il est légitime que le médecin lui fasse une piqûre qui abrège sa vie? Ben, vous n'avez pas tout à fait la même réponse. Si à côté de cette question vous demandez est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est même souhaitable de proposer aux malades en fin de vie des soins palliatifs, ben là vous n'avez pas non plus la même réponse. Et j'ai un exemple que je donne régulièrement en cours, où 2 sondages ont été faits, l'un pour la DMD, c'est-à-dire le lobby pro-euthanasie, et quelques semaines à peine après, l'opinion publique n'a pas eu le temps de changer, fait pour un grand journal de l'Ouest, l'Ouest de France en l'occurrence. Dans le sondage pour la DMD, 90%, on nous dit 90% des gens sont pour l'euthanasie, sauf que la question c'était mourir dans la dignité, patati patata. Lorsque vous regardez les questions telles qu'elles sont posées pour Ouest de France, mais c'est le client qui décide des questions, ben évidemment, vous avez 43-44% des gens qui sont pour l'euthanasie, et vous en avez l'autre moitié pour atteindre les 90% qui sont pour les soins palliatifs. Donc oui, de la manière dont vous posez les questions, vous pouvez induire une réponse. Mais ça, c'est le client, c'est pas l'Institut de sondage. L'Institut de sondage, il n'a aucun intérêt, lui, à donner des résultats biaisés. Il ne gagne pas sa vie avec les sondages politiques.
Avec un échantillon représentatif de 1000 personnes, une question, ça vaut 1000 euros. Voilà, vous êtes Le Figaro, Valeurs Actuelles, Atlantico, ce que vous voulez. Hein. Je cite les journaux dans lesquels je publie. Eh bien, vous commandez des sondages. Une question, c'est 1000 euros. Pensez bien que l'Institut de sondage, il ne gagne pas sa vie avec ces sondages-là. Donc il n'a aucun intérêt à vendre des billevesées, à biaiser volontairement les choses. Et puis il y a un troisième élément qui peut évidemment conduire à ce que le résultat d'un sondage soit plus une fabrique de l'opinion qu'une constatation de l'opinion. Mais là pour le coup c'est de la faute des sondés. C'est ce que le grand sociologue français Gabriel Tarde a identifié, c'est-à-dire la loi de l'imitation. Par souci de ne pas être marginalisé socialement, eh bien tout simplement, on va donner la réponse que l'on pense être la bonne pour, dans son lieu de travail, dans ses relations, dans le milieu social dans lequel on vit, eh bien, être intégré socialement. Encore une fois, ce n'est pas de la faute des instituts de sondage. Alors, il faut évidemment garder aussi en tête le fait que, alors que les instituts de sondage ont la prudence de dire qu'il y a des marges d'erreur, les journaux qui publient les sondages ne les indiquent jamais. Je vous signale que plus vous vous rapprochez de 0 ou de 100, moins la marge d'erreur est grande. Plus vous vous rapprochez de 50, plus la marge d'erreur est grande. C'est assez logique. D'accord? Et quand on me dit, mais pardonnez-moi, quand on me dit, ah oui, mais on avait donné pour le Brexit 48-52, mais c'était dans la marge d'erreur. S'il vous plaît, je vous en supplie. Bon, donc il y a des marges d'erreur. Ensuite, ce qui explique, je dirais, qu'il puisse avoir une distinction avec les résultats réels, c'est tout simplement la certitude du vote. Là aussi, les journaux ne publient pas ça. Si vous avez 50% des électeurs qui disent qu'ils vont voter pour X, tandis qu'il y a 80% des électeurs qui disent « je suis sûr de voter pour Z », pour Y, commencez pas, hein. Bon, je suis sûr de voter pour X, je suis sûr de voter pour Y, s'il y en a 50% pour l'un, s'il y en a 80% pour l'autre, il est bien évident que ça aussi, ça a un impact. D'accord? Et puis, bien sûr, c'est vrai, et là, il faut le dire aussi, ça va peut-être faire plaisir à un certain nombre d'entre vous. Bien sûr, les instituts de sondage, entre les résultats bruts et les résultats qu'ils publient, ils redressent les résultats. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'ils avaient fait comme enquête auparavant, comparé aux résultats réels. Ils savent que pour un certain nombre de candidats, de partis, effectivement, il y a une sous-indication ou une sur-indication. Et donc, ils rectifient les résultats bruts. Et il est certain qu'évidemment, pour un candidat, par hasard, qui n'aurait jamais été candidat, c'est plus difficile, évidemment, d'identifier ces résultats. Les résultats réels qu'il devrait faire. D'accord? Bon. Mais, s'il vous plaît, j'ai vu des trolls, encore une fois, et même parfois même quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, bon, enfin, qui soutient des candidats, et quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration, qui est de Vendée, vous voyez, bon, mais expliquer que, non, mais bon, s'il ne saura pas qui c'est, hein, naturellement, ouais, on reste dans le doute, mais en expliquant qu'il était un demi-point au-dessus d'un des concurrents du candidat. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On est complètement dans la marge d'erreur. Ce qui est important, ce sont les courbes. Et je rappellerai aussi, je suis peut-être un peu trop long sur la question des sondages, encore que c'est une question importante. Je vous rappellerai, parce que j'ai vu ça sortir récemment, il y a 2-3 jours, depuis 2-3 jours, on nous dit « Ah, regardez les sondages qui étaient donnés en 2002, au mois de mars ». Je vous rappelle que les élections avaient eu lieu pour le premier tour le 21 avril. Donc, ils nous donnent les résultats du mois de mars, mais ce qui compte, ce sont les courbes. Et si vous regardez les courbes des sondages qui étaient donnés en 2002, vous aviez une courbe ascendante, c'était celle de Jean-Marie Le Pen, et vous aviez une courbe descendante, c'était celle de Jospin. Et dans la dernière semaine, les sondages ne peuvent pas être publiés. Or, maintenant nous le savons parce que les gens en parlaient. Le Monde qui commandait à la Sofres ces sondages. Je crois que la Sofres, ça n'existe plus, ou ça a été racheté, ou ça a changé de nom entre eux. Eh bien, Le Monde a été à deux doigts d'enfreindre la loi d'interdiction
de publication des sondages dans la dernière semaine, parce que dans la dernière semaine, les courbes s'étaient croisées. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour vous dire que c'est une science absolue. Je vous dis simplement que c'est un instrument de mesure. Mais comment dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien si Valérie Pécresse était à 17 et que maintenant elle est à 10-12. Je veux dire, il y a une pente qui pour elle n'est pas très bonne. Voilà. Mais vous pensez bien que cette pente qui n'est pas très bonne, l'Institut de sondage n'a aucun intérêt à l'inventer. Voilà. Donc je voulais évoquer évidemment ça. Alors la conséquence évidemment de l'état des forces politiques tel que les sondages aujourd'hui le donnent, c'est que il y avait un scénario catastrophe pour les gens de droite nationale, qui était la division de l'électorat en deux par la présence et l'émergence de Zemmour, dont nous allons évidemment parler, parce que c'est qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est évidemment le phénomène politique le plus important de cette campagne. Il y avait le risque, évidemment, ils s'éliminent l'un l'autre. En particulier, au bénéfice de Valérie Pécresse, qui était haut dans les sondages. Ce scénario catastrophe ou cauchemardesque pour les gens de droite nationale, ou de cette sensibilité-là, il semble s'éloigner, en raison, évidemment, de la dépression que connaît Valérie Pécresse. Cela dit, n'oubliez quand même pas qu'il y en a un autre qui monte, c'est Jean-Luc Mélenchon, et que s'il y a un vote utile de gauche, et s'il y a une mobilisation des catégories populaires en raison des situations d'inflation, etc., il n'est pas dit qu'il ne monte pas suffisamment haut, étant donné que le seuil de sélection pour le deuxième tour, le deuxième candidat est quand même extrêmement bas, et que donc, par conséquent, le scénario catastrophe pour la droite, qui est quand même aujourd'hui éminemment majoritaire dans l'opinion publique, elle n'est peut-être pas majoritaire en termes de partis politiques, mais en termes, je dirais, de valeurs, vous avez tous les items de droite qui réunissent entre 60 et 80% de la population française. Quand vous présentez en aveugle, c'est-à-dire sans identification partisane, un certain nombre de mesures, de préconisations, de principes, ce sont les valeurs ou les mesures de droite qui sont majoritaires, entre 60 et 80%, de manière systématique. Dès que ces idées sont estampillées d'une force politique, ça tombe à 30%. Bon, c'est comme ça. Mais donc ça veut dire que l'offre politique n'est peut-être pas satisfaisante. Peut-être qu'il n'y a pas une suffisamment bonne incarnation de cette offre politique. Bon. Mais en tout cas, il est certain que, aujourd'hui, la gauche est quand même moribonde. Elle représente en totalité environ 25% de l'électorat. Et donc, pardon de la redite, vous allez dire que je suis vraiment obsédé par le Parti communiste, mais enfin, c'est ce que le Parti communiste faisait tout seul dans les années 70. Et je vous rappelle que le Parti communiste était collectiviste. Jean-Luc Mélenchon, il était très à gauche pour vous, mais enfin, il n'est pas collectiviste au point de dire qu'il faut collectiviser non seulement les moyens de production, mais en outre les biens privés. D'accord? Donc, je veux dire, déjà la gauche pèse beaucoup moins, et ensuite, elle est beaucoup moins de gauche qu'elle ne l'était auparavant. Bien, en tout cas, dans ce domaine-là. Dans d'autres domaines, elle est peut-être plus libérale, au sens du subjectivisme politique. Alors, si on regarde, je dirais, les résultats des élections, et pas simplement les sondages, on s'aperçoit d'une chose assez ambivalente et assez intéressante, mine de rien. C'est que les forces politiques qui sont en tête lors des élections nationales, la présidentielle, les européennes, eh bien ce sont des forces politiques qui ont de mauvais résultats dans les élections locales. C'est le cas de LREM, c'est le cas du Rassemblement national. Et inversement, lorsqu'on regarde les dernières élections, qui ont eu lieu donc depuis la présidentielle de 2017, eh bien ce sont les forces politiques qui sont faibles au niveau national, qui font les meilleurs scores au niveau local, le Parti socialiste, les Verts et LR. Parce que, effectivement, d'une part, les Verts sont en train, au niveau local, en tout cas pas au niveau national, mais au niveau local, de grignoter le Parti socialiste. Je vous rappelle quand même que le PC, aujourd'hui, est devant la candidate du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'il faut remonter à avant Mitterrand. C'est quand même super drôle. Je reconnais que c'est pas hilarant, mais je veux dire, chacun s'amuse avec ce qu'il peut. Moi je m'amuse avec ce genre de choses. Voilà, on a l'humour qu'on peut.
Mais enfin, ça n'empêche que le PS a encore un tissu d'élus locaux, ce qui explique le nombre de parrainages pour Hidalgo absolument phénoménal. Bon, et LR pareil. Et LR pareil. Donc on est dans une situation assez, je dirais quand même, ambivalente. Et donc évidemment les élections législatives vont être quand même des élections extrêmement intéressantes pour voir si les partis qui ont un enracinement local, est-ce qu'ils vont être plus forts, avoir de meilleurs résultats que des partis qui auront fait des bien meilleurs scores au niveau de l'élection présidentielle, mais qui n'ont pas d'implantation locale, ou qui ont très peu d'implantation locale. Bien. Alors vous allez me dire, bon, Macron, il a été élu en raison du candidat en face duquel il était, c'est vrai, encore que, je vous rappelle que beaucoup d'entre vous, quand même, ici, ont connu le 21 avril 2002. C'est pas le cas de mes étudiants, je suis obligé de leur raconter. Parce qu'ils sont nés sous Chirac. Bientôt, je vais en avoir qui seront nés sous Sarkozy. Hein. Je vais me dire, moi, je vais m'imaginer que je suis né sur René Coty. Vous voyez, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, là, plus le temps passe, bon, enfin bon. Donc, il y a le 21 avril 2002, manifestation monstre pendant 15 jours. Est-ce que vous avez vu une seule manifestation dans l'entre-deux tours de 2017? Rien du tout. Absolument rien du tout. Bon, il a été élu en partie par défaut et avec une augmentation de l'abstention, c'est tout à fait certain, mais beaucoup d'entre vous, même s'il y a sûrement des gens qui ont voté ou qui vont revoter Macron dans la salle, mais beaucoup quand même de gens se disent tout de même, après les gilets jaunes, après les grèves sur la réforme des retraites, est-ce que c'était... Enfin bon, on en parlera une prochaine fois, après le confinement, après la quasi-obligation vaccinale, tout de même, c'est pas possible, c'est pas cohérent qu'il y ait un quart de l'électorat, et peut-être même plus, là maintenant on est en train de nous dire qu'il retutoie les 30%, enfin qu'il tutoie les 30%, c'est-à-dire qu'il retrouve les scores des années 70, c'est-à-dire les scores de Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand. Ça n'était pas arrivé depuis. Je vous rappelle que Jacques Chirac gagne l'élection présidentielle de 95 en ayant fait aux alentours de 20% au premier tour. Comme en 2002 d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pas possible qu'il fasse ce score-là. Ben, écoutez, d'abord, il coagule les électorats modérés. Il a réussi la cohabitation institutionnalisée. Parce que c'est ça. C'est ce que les Allemands, depuis les années 60, appellent la Grosse Koalition. C'est-à-dire le fait que la CDU, le parti chrétien-démocrate, droite modérée, gouverne avec les sociaux-démocrates, le SPD. Et je vous rappelle que toute une partie du mandat de chancelier de Merkel, c'était dans le cadre d'une grande coalition. D'accord ? Bon. Donc, l'électorat modéré, évidemment, est attiré. Disons que les circonstances, en plus, conduisent à ce que, et on l'a bien vu avec le bond dans les sondages, à ce que, il y ait un réflexe légaliste, qu'il y ait dans, je dirais, le vote Macron, ou l'ambition de voter Macron, ou la probabilité de voter Macron, l'expression d'un attachement à l'ordre, et pardonnez-moi pour ceux qui ont l'intention de voter pour lui, de l'ordre pour l'ordre, plus que de l'ordre comme un instrument de la justice. Bon. Donc, si vous voulez, je crois que c'est pas si étonnant que ça. Bon. C'est pas si étonnant que ça qu'il regroupe que la coagulation des modérés et des frileux. Hein, alors, des modérés, vous direz ça si vous êtes favorable, des frileux si vous êtes hostile, face un quart de l'électorat, ça ne me paraît pas si étonnant que cela. Alors, évidemment, certains fantasment en se disant, bon, certes, ok, c'est peut-être plié pour la présidentielle, mais il y a les législatives après. D'abord, une chose, sachez que cette année, les législatives ont lieu 50 jours après la présidentielle, ce qui est très long, ce qui est 2 fois plus long que d'habitude. C'est-à-dire que pour une fois, il va y avoir une vraie campagne. Et donc, ça veut dire mettre la photo de n'importe quel candidat à côté de celle du président élu, ça ne va pas forcément marcher. Ou mettre la photo d'un n'importe quel candidat parachuté, je le dis pour des partis politiques qui auraient envie de parachuter des candidats, c'est pas très bon. C'est pas très bon, parce que la campagne est longue. Bon. Et je leur conseille de faire des stocks de papier dès maintenant. Bon, tant pis pour eux s'ils ne le font pas. Bon, la campagne va être longue.
Mais évidemment, du coup, ils se disent, campagne longue, plus un président de la République élu par défaut, est-ce que, ou parce qu'en fait on ne veut pas des autres, oui, ben c'est ça, par défaut, est-ce qu'on ne va pas obtenir une cohabitation? Je vous rappelle que c'était une des choses qui avait été vendue par LR en 2017, en disant, bon d'accord, au deuxième tour on vote pour Macron, mais on va lui imposer une cohabitation. C'est possible, je ne peux jamais évacuer, on ne peut jamais évacuer une hypothèse comme celle-là, mais ça relève quand même plus du fantasme que du réalisme. Tout simplement parce que l'on sait que les électorats qui ont perdu à la présidentielle se démobilisent. Le taux d'abstention aux législatives, c'est 60%. Le taux de participation présidentielle, c'est 80%. Le taux de participation législative, c'est 60%. Le taux de participation en élections locales, c'est entre 40 et 50%. Et donc, évidemment, habituellement, là, maintenant, c'est encore plus, mais habituellement, c'est ça. Donc, il y a 20 points de différence. Mais ces 20 points de différence, c'est évidemment pas l'électorat de celui qui a gagné. C'est pas l'électorat qui a le président qu'il veut. C'est les autres qui se démobilisent. Donc, il y a évidemment le phénomène majoritaire. Lorsque l'élection législative intervient très peu de temps après la présidentielle, il y a ce qu'on appelle le phénomène majoritaire. La cohabitation, elle est toujours intervenue lorsqu'il y a eu des législatives plusieurs années après la présidentielle. Pas juste après. Donc, moi, je veux bien vous fantasiner là-dessus, mais c'est quand même pas le plus probable. C'est quand même évidemment pas le plus probable. Le deuxième point, évidemment, j'espère que vous l'attendez, parce que sinon, évidemment, le deuxième point, il va vous embêter, mais je ne peux pas, évidemment, passer à côté de ce qui est quand même l'événement politique de cette campagne de 2022, eh bien, c'est évidemment l'émergence politique d'Éric Zemmour. Alors, quelles sont les raisons de cette émergence politique ? Bon, évidemment, d'abord, il y a son talent personnel. Ça, évidemment, si vous mettez n'importe quel tocard, bon, son talent personnel et une transmutation réussie de journaliste en candidat. Ce qui n'était absolument pas évident. Parce que lorsqu'on avait regardé par exemple des vidéos du discours qu'il avait fait à la convention de la droite, voûté sur le pupitre, c'était pas tout à fait certain qu'il serait capable de tenir un meeting. Il le fait. Et puis évidemment, il y a la figure titulaire d'un Vendéen bien connu, qui évidemment contribue, je dirais, à ramener un certain nombre, je dirais, d'électeurs. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a des choses beaucoup plus sous-jacentes et beaucoup plus fortes que simplement cela, qui expliquent son émergence. La première des choses, je ne vais pas le développer, mais c'est l'idée du mouvement d'extrogir. C'est-à-dire que c'est un mouvement des idées, qui d'ailleurs le dépasse très largement, qui a pu s'illustrer par exemple aux États-Unis avec l'élection de Trump. C'est tout simplement le fait que désormais la pression politique, elle ne se fait plus par la gauche, depuis la chute de l'URSS, c'est ma thèse, c'est ce que je défends naturellement, depuis la chute de l'URSS, depuis la décrédibilisation du collectivisme, la pression politique ne se fait plus par la gauche, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une domination de la gauche dans certains milieux universitaires, culturels, médiatiques. Mais la pression idéologique ne se fait plus de ce côté-là, elle se fait désormais de l'autre côté, ce qui élargit l'espace politique de la droite. Bien. Et donc évidemment, Zemmour est, je dirais, porté par ce mouvement d'extrogir. C'est pas lui qui l'a inventé, je veux dire, la chute de l'URSS, le fait que les problématiques, je dirais, politiques depuis une trentaine d'années sont des problématiques qui sont liées à la question de la définition des corps sociaux. Qu'est-ce que c'est que l'Europe, Maastricht, le traité établissant une constitution pour l'Europe, qu'est-ce que c'est que les civilisations, le 11 septembre, etc. C'est évidemment pas lui, donc il est porté, bien sûr, par un mouvement qui le dépasse, évidemment, très largement. Ensuite, évidemment, il est porté par tout le travail qui a été fait par des hommes politiques avant lui. Et des militants qui ont labouré le terrain, qui ont petit à petit imposé un certain nombre de sujets. La question de la démographie, je vous signale quand même que c'est un des premiers hommes politiques à en avoir parlé, c'est Michel Debré. La question, évidemment, de la destruction des villes par les grandes surfaces. C'est le maire de Tours, c'est Jean Royer
qui d'ailleurs était un homme absolument épatant, c'est un des premiers à avoir dénoncé l'impact délétère de la pornographie vis-à-vis de la jeunesse. Et puis bien sûr, évidemment, on est bien obligé évidemment de le citer, la question de l'immigration, écoutez, même si ça fait mal aux oreilles de certains, c'est 40 ans de travail, de travail de Jean-Marie Le Pen. Donc évidemment, il y a le talent personnel, mais il y a tous ces éléments-là. Le mouvement d'Extrogir, le travail d'un certain nombre d'hommes politiques avant lui, et de tendances effectivement assez différentes, encore que sur l'Algérie française, vous savez bien que Michel Debré et Le Pen avaient évidemment la même position. Vous vous souvenez quand même que Michel Debré démissionne de Matignon pour ne pas avoir à appliquer la déclaration unilatérale du gouvernement français, dite accord d'Évian. Et que l'un des principaux partisans de l'Algérie française n'est autre que le patron du MRP, l'un des patrons du MRP, le successeur de Jean Moulin à la tête du CNR, c'est-à-dire Georges Bidault. D'accord ? Je ne vous apprends rien. C'est quand même évidemment le patron du mouvement républicain populaire, du Parti chrétien-démocrate, président du Conseil sous la 4ème République, c'est un des principaux opposants à De Gaulle et un des fondateurs de l'OAS. Enfin bon, c'est pas le sujet, on en parlera une prochaine fois si vous le voulez. Et puis, évidemment, dernier élément qui explique l'émergence de Zemmour, tout simplement, je dirais, le fait qu'il y a un appel d'air qui a été créé par le comportement de Marine Le Pen. À partir du moment où elle se désintéresse de l'électorat conservateur, pour dire les choses rapidement, elle aime péter. C'est très rapide, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Et que par ailleurs, en interne, elle se comporte d'une manière assez autoritariste, c'est le moins que l'on puisse dire, forcément, elle crée un certain nombre de désaffections qui n'ont que pu favoriser, bien sûr, la coagulation autour de Zemmour d'un certain nombre de personnalités. Résultat des courses, aujourd'hui, l'électorat de Zemmour, l'électorat potentiel de Zemmour, c'est quoi? C'est, disons-le, on peut dire les choses de manière un peu schématique, mais c'est quand même ça, c'est l'électorat Bellamy des européennes, ou, si vous préférez, la moitié de l'électorat Fillon. Quelle moitié? Vous savez, en fait, l'électorat Fillon, il s'est divisé en 3 parties. L'électorat Fillon du premier tour. Il y en a la moitié qui a voté Macron, il y en a un quart qui s'est abstenu, et il y en a un quart qui a voté Marine Le Pen. 19 divisé par 2, 8,5, c'est à peu près le même score que Bellamy. C'est cet électorat-là, c'est cette moitié de l'électorat Fillon qui, au deuxième tour de la présidentielle, n'a pas voulu voter Macron, et donc soit s'est abstenu, soit est allé voter Marine Le Pen. Donc ça, c'est le socle. Et puis après, évidemment, il a siphonné au moins la moitié de l'électorat du Pont-Aignan, et puis une partie de l'électorat FN. Alors, il y a quelques semaines, il en avait siphonné une assez grande partie. Là, il en siphonne une moins grande partie, puisque évidemment, vous les avez bien vu, il a quand même quelque peu chuté dans les sondages. C'est pas totalement mystérieux, C'est pas totalement mystérieux, il y a plusieurs raisons à ça. Je crois qu'il subit plus que d'autres, je dirais, des positions sur la Russie qui sont quand même un peu ambiguës et que certains trouvent comme ayant été virevoltantes. Et puis tout simplement, il y a une mobilisation un peu plus importante de l'électorat populaire, ce qui fait que quand vous avez des mobilisations différenciées de certains types d'électorats, évidemment, ça bénéficie plutôt à certains candidats plutôt qu'à d'autres. À partir du moment où les catégories populaires commencent à rentrer petit à petit dans la campagne, elles bénéficient en l'occurrence plus à Marine Le Pen qu'à Éric Zemmour. Mais c'est vrai qu'il a récupéré une partie de l'électorat RN, et ça serait caricatural de dire que ce ne sont que les déçus et les purgés du RN, mais enfin, à la base, il y a quand même un peu ça. Il y a quand même évidemment un peu ça. Quelles sont donc les raisons du succès? Nous les avons vues. Il y a une chose qu'il a réussi. Alors, est-ce que vous allez en être satisfait ou pas? Vous choisirez. Mais il y a une chose qui est certaine qu'il a réussi, que je trouve absolument édifiante, c'est qu'il a quasiment fini de torpiller le cordon sanitaire autour du RN. Ça peut vous paraître paradoxal, parce qu'évidemment, on voit bien qu'il a envie de siphonner le RN, de faire la ligne Buisson, comme Sarkozy l'avait réussi. Mais
vous avez quand même constaté que quand vous avez quelques personnalités du RN qui basculent chez Zemmour, aucun journaliste ne lui en dit « Monsieur Zemmour, vous accueillez parmi vous des fascistes ». Alors qu'en revanche, ils vont voir Marine Le Pen en disant « Alors, vous n'êtes pas trop triste, etc., qu'il s'en aille ». C'est fabuleux. C'est-à-dire que, pardon, mais j'ai l'impression que les journalistes sont parfois un peu aveugles, mais je veux dire, le cordon sanitaire est quasiment pulvérisé par le simple fait qu'il y ait ces transfuges, qu'il y ait ces jeux de vases communicants entre ces organisations et ces électorats. Donc ça, il est bien évident que c'est lui qui l'a fait beaucoup plus que le fait qu'il y avait eu, c'est vrai, auparavant des ralliements envers le Rassemblement national, mais qui étaient, somme toute, quand même plus de personnalités indépendantes que, je dirais, des mouvements de masse. Quelles sont les faiblesses? Parce qu'évidemment, il faut quand même évidemment regarder aussi quelles sont les ambiguïtés ou les faiblesses de la campagne, nous ne sommes pour l'instant que dans la campagne, d'Éric Zemmour. La première des choses que j'évoquerai, c'est une chose qui m'a frappé lorsque j'ai regardé sa vidéo de candidature. Et je fais donc référence à un des éléments qui, à mon sens, explique l'émergence de Zemmour. C'est le moi-je, pour dire les choses rapidement. Je vous ai proposé une analyse, vous connaissez mes positions, eh bien, aucun homme politique ne les a reprises, donc du coup, je suis candidat. Alors, je comprends bien la logique, hein. C'est l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, plus ou moins providentiel, enfin d'un homme avec le peuple. Ok, enfin, c'est vrai que c'est tout de même assez étonnant, je dirais qu'un candidat ne revendique pas, ne serait-ce que tout simplement pour essayer de ratisser large, je dirais l'héritage d'un certain nombre de personnalités. Je vous en ai cité de diverses sensibilités. Si vous citez Michel Debré, Jean Royer, Jean-Marie Le Pen, vous avez un éventail extrêmement large qui couvre normalement le spectre politique qu'il veut incarner. Le moi-je, moi j'avoue que j'ai trouvé ça un peu étonnant. Ensuite, il est clair qu'il a une vision. Bon, c'est un type cultivé. Hein. Bon. Il a une vision très personnelle des choses qui passe par un double prisme, à mon sens. Un prisme négatif, plutôt un prisme où il dénonce quelque chose, c'est l'islamisme. Alors évidemment, de manière plus générale, il parle de l'immigration, mais on sent quand même bien que c'est à travers la question de l'islamisme qu'il, je dirais, traite le problème plus large de la question de l'immigration. Or, l'islamisme n'est qu'une des questions de l'immigration, c'est évidemment pas la seule. Puis l'autre prisme, c'est le prisme positif, cette fois-ci, c'est la position qui est la sienne, je dirais la doctrine dans le fond qui d'une certaine manière le fait mouvoir, hein, c'est le bonapartisme. Bon, et en particulier Napoléon Ier, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, c'est vrai que une des raisons sans doute, je dirais, du succès ou du départ qui existera peut-être dans les prochaines semaines, hein, ne m'agressez pas si vous avez l'intention de voter pour lui, hein. Mais c'est évidemment le fait qu'il apparaît comme étant quelqu'un qui a une vision, qui a un discours. On a tellement d'ectoplasme dans la vie politique que même s'il clive, au moins, il clive de manière, je dirais, cultivée et intelligente. Bon. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'effort d'essayer d'établir une plateforme, un programme commun, j'aurais envie de vous dire, pour les plus anciens qui se souviennent de Mitterrand, une plateforme commune qui permettrait de réunir un certain nombre d'électorats différents qui pourraient être séduits par tel ou tel aspect des choses. Et disons-le, je pense, je vous dis très sincèrement les choses, je pense qu'il n'arrive pas à capter les catégories populaires, ou du moins les catégories les plus populaires, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu cet effort de réflexion pour essayer d'avoir des items différents, des thèmes différents qui puissent, je dirais, comment dire, séduire les différents segments de l'électorat. Troisième, je dirais, ambiguïté ou troisième faiblesse, à mon sens, dans le fond, plus la campagne a avancé, plus il est apparu, non pas comme une force politique à côté du RN et à côté de LR, avec la possibilité de prendre des deux côtés,
quand il disait au tout début de la campagne, rappelez-vous, je suis le RPR des années 90, bon, etc., d'où l'idée qu'il peut puiser des deux côtés, mais que plus la campagne a avancé, plus à l'évidence, je dirais, le non-dit de sa campagne, c'était de se substituer à Marine Le Pen, et pas, dans le fond, de droitiser ou de radicaliser l'électorat LR, et donc du coup d'élargir le spectre politique de la droite nationale ou de la droite radicale ou de l'extrême droite comme vous voulez. Preuve en est d'ailleurs un certain nombre de transfuges qui sont essentiellement venus du RN pour l'instant. Il semblerait que, je ne fais pas de scoop, on verra si on comprend au montage, mais il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'élus LR qui devraient basculer chez lui, mais honnêtement, ce sont des élus qui sont absolument inconnus. Bon, un transfuge, ça fait quasiment aucun... je voudrais pas, oui, vous couperez parce que je voudrais pas me mettre mal avec eux. Et puis les transfuges du RN, à part quelques-uns, la plupart d'entre eux, ils étaient élus sur une liste, ils n'étaient pas élus sur leur nom. Vous savez, des transfuges, ça sert à quoi? Ça sert à déstabiliser l'équipe concurrente, mais ça ne fait pas véritablement de transfert de voix. Preuve en est, depuis les enquêtes, on est maintenant 4-5 jours après le ralliement officiel de Marion Maréchal, ça ne fait absolument pas bouger d'un poil, tout simplement parce que les gens qui aimaient bien Marion Maréchal, ils avaient déjà l'intention de voter pour Zemmour. Ce qui, pour ma part, alors de manière parfaitement cynique, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Parce qu'elle était sans doute une des personnalités susceptibles, en capacité de réconcilier les familles divisées, de réunifier ceux qui étaient, ceux qui s'étaient fait la guerre. Alors là, en prenant parti, elle se retire toute possibilité de jouer ce rôle. Bon, rappelez-vous, pour terminer sur cette question des transfuges, qui n'est qu'une illustration de ce qui, moi, m'apparaît être l'ambiguïté fondamentale de la stratégie de la campagne de Zemmour, c'est-à-dire, au départ, je suis le RPR, donc je puise des deux côtés, et au final, dans la réalité, je veux me substituer à Marine Le Pen, et non pas étendre le spectre politique de la droite radicale, rappelez-vous tout simplement, sur l'histoire des transfuges, la scission maigretiste. Les 2/3 des cadres du Rassemblement national, enfin du Front national de l'époque, quittent Jean-Marie Le Pen et rallient Bruno Maigret. Nous sommes en 98, fin 98, début 99. Aux élections européennes de 99, score calamiteux du Front national. À la présidentielle de 2002, Le Pen est au deuxième tour, Maigret fait 2%. Donc, moi, j'avoue que ce genre de stratégie, ça me paraît extrêmement peu efficace. Troisième point, si vous le voulez bien, je vais essayer d'aller plus vite, et puis pour que vous puissiez ensuite me poser des questions, y compris sur d'autres sujets, y compris notamment la question du vote catho. Je ne dis pas qu'on est dans le cadre, évidemment, des AFC. C'est cette guerre, donc Zemmour-Le Pen. Cette guerre Zemmour-Le Pen, pour l'instant, qu'est-ce que l'on peut en dire? Et c'est là où je vais vous proposer, c'est un scoop d'une certaine manière, parce que c'est un article que je suis en train de préparer et que je vais essayer de publier la semaine prochaine. Mais je vais y arriver, non pas lentement, mais après quelques éléments de présentation. Bon, pour l'instant, dans cette guerre, il semblerait que Marine Le Pen soit devant Zemmour. Pourquoi? Parce qu'il y a le vote populaire, que Zemmour ne capte pas, le vote très populaire, en particulier les gens qui ont moins de 1000 € de revenus par mois. Sur cette catégorie-là, alors il a des catégories populaires, Zemmour, hein, c'est sûr, mais sur la catégorie, mais il en a vraiment moins que Marine Le Pen, et d'autre part, sur la catégorie des gens qui ont moins de 1000 €, c'est-à-dire ceux qui, avec l'augmentation du gaz, etc., ceux-là, ils sont morts. Les moins de 1000 € par mois, Zemmour les touche absolument pas. Absolument. Et cela, il y a une surreprésentation pour le vote Le Pen. Bon. Donc les catégories populaires. Ensuite, il y a le vote utile. Je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui ont tellement peur que l'émergence de Zemmour empêche la présence de l'un ou de l'autre d'être au deuxième tour, que des gens ont dit, ah, écoutez, basta, je voterai pour celui qui sera en tête. Et comme, au bout d'un moment, c'est toujours elle qui était en tête, parfois c'est loin, d'autres fois pas trop loin, mais toujours quand même en tête, sauf une ou deux fois dans un sondage, eh bien, effectivement, il y a le vote utile qui joue. Et puis, dernier élément, bon, il y en a d'autres, mais enfin, j'abrège.
Je crois que la campagne de Marine Le Pen est une campagne locale, qui apparaît à tort ou à raison, parce que je ne suis pas sûr que quand on habite à Saint-Cloud, encore que je ne sais même pas si elle habite encore à Saint-Cloud, enfin, on n'est pas forcément toujours très proche, je dirais, de la réalité quotidienne des gens, mais ça n'empêche que sa campagne apparaît comme étant plus une campagne de proximité. Les gros meetings de Zemmour, qu'est-ce que ça apparaît comment? Ben, c'est Paris qui part à la conquête des provinces. C'est la grosse machine parisienne. Et alors j'ai eu le tort, alors là je me suis pris des trolls, parce que j'ai dit, mais j'ai eu cette expression dont je n'étais pas mécontent d'ailleurs, je trouvais que ça faisait, vous savez, comment est-ce qu'on appelle ça vous savez, une formule cash comme ça qui frappe. Une punchline, c'est ça, une punchline. Parce que je suis fluently, hein, with the marvelous accent. J'avais dit, être un candidat hors système, c'est pas être un candidat hors sol. Oh là là, qu'est-ce que je me suis pris. Tous les trolls de Sarah Knafo qui me sont tombés sur le dos. Oh là 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 là, c'était rigolo. Bon, enfin, oui, la campagne de Zemmour, elle apparaît comme étant une campagne parisienne qui part à la conquête des provinces. À tort ou à raison, la campagne de Le Pen apparaît comme étant une campagne enracinée, une campagne locale, une campagne de proximité, des petites salles de 200, 300, 500 personnes, et non pas des énormes meetings de 5000 ou de 8000 qui servent essentiellement à faire des images, sauf qu'il y a toute une partie de la population qui, en fait, ne regarde pas ces images-là. Parce qu'ils regardent un journal télévisé court qui fait un quart d'heure, ils ne vont pas regarder tout l'après-midi les meetings, je dirais, rediffusés sur les chaînes d'info. Alors, bien entendu, je le dis pour que tout le monde soit content, tout cela, ça peut changer, évidemment, on verra bien, et évidemment, Marine Le Pen a un risque, c'est que, en adoucissant sa personnalité, en essayant de montrer « Oui, Zemmour, c'est un méchant qui clive, patati patata », et bien évidemment, elle fait une campagne de second tour au premier. Et ben quand on fait ça, Lionel Jospin, ben, ça ne lui a pas évidemment bénéficié. Plus important dans cette guerre, j'attire votre attention sur un non-dit. Je sais très bien que les candidats et les partis politiques ne peuvent pas maintenant répondre à la question. Mais ce qui est important, c'est ce qui va se passer au soir du premier tour. Quel que soit l'un ou l'autre qui sera au second tour, si tant est que l'un et l'autre aient une chance d'y être. C'est est-ce que celui qui n'y sera pas, est-ce que celui des deux candidats qui n'y sera pas, est-ce qu'il appellera explicitement à voter pour l'autre? Eh bien, écoutez, je suis désolé de vous décevoir, quelles que soient vos sensibilités. Alors peut-être que certains d'entre vous trouveront ça génial, parce que justement, vous n'avez pas l'intention de voter pour l'un ou pour l'autre. Mais je ne suis pas du tout certain que ça se fera. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont tous l'intention de présenter des candidats aux législatives. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, le financement public des partis politiques se fait en fonction du nombre de voix obtenues par un parti lors du premier tour des législatives. C'est génial. C'est génial, cette idée-là. Vous voulez planter vos adversaires, vous leur dites « Mais allez-y, présentez-vous. Vous allez avoir de l'argent, du flouze, du blé, de l'oseille. » Et comme ça, vos adversaires se divisent. C'est exactement ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que... pardon de réévoquer ça, mais enfin peut-être que Marion Maréchal aurait pu jouer le jeu de trouver un compromis en disant ben voilà, on se répartit les circonscriptions gagnables, pas gagnables, etc. Bon, ben, elle ne pourra pas jouer ce rôle. Mais en tout cas, il est certain qu'il est très vraisemblable qu'il y aura des candidats des deux partis en question, ce qui fait qu'il est très probable, ou qu'il est très possible, qu'il n'y ait évidemment pas, bien sûr, de la part de l'un ou l'autre qui ne sera pas au second tour, un appel à voter Macron, bien entendu. Mais il est très possible qu'il n'y ait pas un appel explicite à voter pour l'autre. Parce que s'ils sont en guerre, s'ils pensent qu'ils sont pour se tuer réciproquement, ben évidemment, ils ne vont pas essayer de favoriser l'éventuelle victoire de l'un des deux, étant entendu qu'aujourd'hui,
Et vous avez quand même vu que l'argument a complètement disparu de la campagne de Zemmour, qui au départ disait mais Marine Le Pen ne peut pas gagner, donc il faut que j'y aille. Aujourd'hui, il est donné entre 33 et 39% au deuxième tour, alors que Marine Le Pen est donnée entre 43 et 46. Et comme le dit Jérôme Sainte-Marie, qui est un politologue que j'écoute très attentivement pour diverses raisons, parce que je le trouve vraiment intéressant et brillant, et pas obtus du tout, il est certain que quand vous êtes donné à 46, quel que soit le candidat, hein, vous n'êtes pas loin de la marge d'erreur. Donc tout est possible. Bon, en tout cas, voilà l'une des questions. Après, qu'est-ce qui explique cette guerre? Au-delà même des intérêts, au-delà même de l'ego. C'est ça le scoop de la soirée. Hein. Le scoop de la soirée, c'est le fait de vous proposer une explication. Ils ont l'air très différents. Est-ce qu'ils sont si différents que cela? Est-ce qu'avec des stratégies qui ont l'air d'être différentes, est-ce qu'avec des dosages qui sont différents, est-ce qu'en fait il n'y a pas une identité? D'abord une identité négative et puis ensuite une identité positive. Ça, vous savez, ça fait très plan fac. Vous voyez ce que je veux dire là? On se croirait dans une leçon de 24. Leçon d'agrég. Voilà. Quelle horreur. L'identité négative. En fait, je crois que malgré, je dirais, leur divergence, ils commettent une même maladresse ou une même erreur, même si l'erreur ou la maladresse est inversée pour l'autre. Marine Le Pen, elle capte un électorat qui vient de la gauche, c'est évident. Récemment, Valeurs Actuelles, il y a une vidéo de Valeurs Actuelles qui va sortir là dans les jours qui viennent. On m'a demandé, mais est-ce que Marine Le Pen est de gauche? Je dis, évidemment que non. Elle ne peut pas être de gauche. Elle défend la nation, peut-être mal, peut-être avec une vision trop étatiste si vous voulez, mais je veux dire, elle ne défend ni le mondialisme du libéralisme, ni l'internationalisme de l'extrême gauche. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez la trouver nulle, vous pouvez la trouver moche, mais arrêtez de raconter n'importe quoi. L'idée de la nation est devenue, depuis la fin du 19e siècle, et depuis notamment la revanche à prendre sur les Schleux, pour l'Alsace-Moselle, le nationalisme est une idée qui a basculé à droite. Donc la défense de la nation n'est pas une idée de gauche. Alors vous pouvez trouver qu'elle la défend mal, mais elle n'est pas de gauche. Bon, cela dit, elle a un électorat qui vient de la gauche. Il y avait déjà un électorat qui venait de la gauche du temps de son père, mais il y a un électorat qui vient de la gauche. Et donc, elle commet l'erreur d'une confusion du sociologique et du doctrinal, qui pourtant doivent être toujours intimement liés, je vous l'ai dit depuis le début de mon intervention, en pensant qu'il faut faire des concessions doctrinales parce que l'on a un électorat qui est sociologiquement hétéroclite. Mais je crois que Zemmour commet la même erreur de la confusion du télescopage du sociologique et du doctrinal. Il a incontestablement une vision, bien sûr, hein, il a incontestablement une vision, il a un système interprétatif des choses. Et comme il veut, d'une certaine manière, à tout prix faire rentrer le réel dans ce système interprétatif, eh bien je crois qu'il se désintéresse des questions de sociologie, ce qui explique que, tout d'un coup, il s'est dit, par exemple, c'est un des meetings que j'ai commenté sur le Figaro Live, il a fait spécialement à Lille un meeting pour parler du pouvoir d'achat. C'était très intéressant, hein, son meeting, c'était parfait. Enfin, je veux dire, c'était parfait, c'était vraiment intéressant, mais c'était, je dirais, de l'ajout. C'était pas le logiciel intrinsèque de la pensée zémourienne. Je crois qu'ils commettent cette même erreur, de télescopage du sociologique, de la confusion du sociologique et du doctrinal. Le sociologique de Marine Le Pen qui conduit à une évacuation du doctrinal, le doctrinal chez Zemmour qui conduit à une évacuation du sociologique. Ça, c'est la vision, je dirais, l'identité négative. L'identité positive, ça, c'est une de mes marottes. C'est que je crois qu'en fait, l'un et l'autre représentent deux visages différents du bonapartisme. Ils ne sont pas, alors je n'ai pas le temps ce soir évidemment, ce n'est pas l'objet de la conférence, de vous parler des différentes familles politiques qui se situent à droite, sachant qu'il n'y a véritablement qu'une seule droite, c'est-à-dire ce qu'on appelle la droite réactionnaire ou la droite catholique sociale. Mais sur la droite du spectre politique, il y a différentes familles politiques. Et notamment, Thibaudet a très bien montré qu'il y avait eu un glissement des familles politiques qui venaient de la gauche vers la droite,
d'accord, sur la droite du spectre politique, et Frédéric Bluch, a montré que le bonapartisme était un centre par synthèse des extrêmes, qui ensuite a glissé sur la droite du spectre politique. Je crois que Zemmour et Marine Le Pen sont deux visages différents du bonapartisme. Zemmour, c'est Napoléon Ier. Attention. Zemmour, c'est l'incarnation de l'image que l'on se fait de Napoléon Ier. Et que Marine Le Pen, elle tente la synthèse de Napoléon III. Napoléon Ier, c'est l'homme que l'on admire, l'homme que l'on craint. C'est l'homme qui veut que l'État assure l'ordre et assure la puissance. Napoléon III, c'est l'homme qui apparaît comme un recours. Je vous rappelle comment Napoléon III a gagné à plate couture l'élection présidentielle de décembre 1848. Il y a un candidat légitimiste qui fait un score naze. Je veux dire, l'électeur, alors qu'il y a une droite légitimiste, catholique, qui pourrait voter pour lui. Mais du coup, ils ont fait un vote utile. Mais il a été élu avec 75% des exprimés et 55% des inscrits. Parce que, à voter pour lui, à l'électorat de droite, s'est joint l'électorat ouvrier. Électorat ouvrier qui avait été martyrisé, qui avait été, assassiné, littéralement, parce que les émeutes ouvrières de juin 1948 avaient été réprimées par le sang par le gouvernement libéral. Cet électorat ouvrier, il a voté Napoléon III, enfin, Louis-Napoléon Bonaparte, pardon, il a voté Louis-Napoléon Bonaparte en même temps que l'électorat de droite légitimiste. C'est ça, la victoire de Napoléon III. C'est le recours. Et pourquoi est-ce qu'il vote pour lui? Simplement sur sa bonne gueule. Parce que décidément, Louis-Napoléon Bonaparte était un des rares hommes politiques qui s'intéressait au paupérisme, aux classes laborieuses, dirions-nous, aux classes dangereuses. Il était l'auteur de 2 ouvrages sur la paupérisation. Napoléon III, il apparaît comme étant en recours, comme l'homme qui assure, comme l'homme qui rassure. Si Napoléon Ier, c'est l'État qui assure l'ordre et la puissance, parfois peut-être en sortant de son lit, en faisant la campagne de Russie, patati patata, eh bien l'État de Napoléon III, c'est quoi? C'est l'État qui assure la prospérité, c'est l'État qui assure la justice, notamment la justice sociale. Je vous rappelle que Napoléon III, c'est donc quelqu'un qui s'intéressait aux questions sociales. Je vous rappelle que Napoléon III rend en 1864 la grève licite, que la grève était une infraction pénale depuis la Révolution française. Si on reprend cette comparaison, si on poursuit cette comparaison, ça n'est qu'une hypothèse, j'en conviens, mais c'est un jeu de l'esprit que je me suis permis. La guerre civile, Zemmour la pense inéluctable, comme, d'une certaine manière, Napoléon Ier l'avait effectivement connu, avec cette intelligence. C'est une des choses que nous développons d'ailleurs dans L'Empereur et les Brigands avec mon co-auteur Corentin Stemler. C'est une pièce de théâtre. On est assez contents de nous. Napoléon Ier a vu la guerre civile. Il a tout fait pour ne pas aller servir dans l'armée de l'Ouest. Je ne vous dis pas qu'il est pour les brigands de la Vendée. Je ne vous dis pas qu'il est pour l'armée catholique et royale. Il faut arrêter de fantasmer. Mais il refuse d'aller servir dans l'armée de l'Ouest. Il ne veut pas avoir le sang français sur les mains. En revanche, il veut bien aller buter du rital pour aller choper des œuvres d'art. Il veut bien, quand ça chauffe un peu politiquement, aller en Égypte pour se mettre un peu au vert. Et donc, c'est quelqu'un qui, quand il prend le pouvoir, avec le coup d'État, il roule dans la farine sieyès. Un plaisir. Alors ça, c'est magnifique. Et quel est son premier objectif? Faire la paix avec les catholiques, la paix de Montfaucon. Cesser de demander aux prêtres un serment de fidélité qui soit contraire à la foi. Et ensuite, ça donnera le concordat de 1801, qui sera évidemment au bénéfice de l'État, qui va se servir du clergé comme d'agent public. Et c'est une autre affaire.
En tout cas, il a vu la guerre civile, Napoléon Ier, et il a, comment dire, guerre civile inéluctable, et il a tout fait pour essayer de l'éviter. Napoléon III, c'est celui qui sait qu'il y a la lutte des classes. Je vous rappelle que la lutte des classes, c'est un concept libéral. Qui a inventé le concept de lutte des classes? François Guizot, le grand historien François Guizot, qui était ministre, premier ministre, on va dire, de Louis-Philippe Ier. Hein? Vous savez l'idée. Je peux prendre une minute? Je prends une minute. Ça vient de cette interprétation que l'on a de la Révolution française. On se dit 1789, c'est la revanche de 476. C'est-à-dire, à la fin de l'Empire romain en Occident, les Francs ont pris le pouvoir, les Germains se sont imposés aux Gallo-Romains. Les Francs sont devenus la noblesse, les Gallo-Romains sont devenus le tiers-État. La Révolution, c'est une revanche sociale et c'est une revanche ethnique. Les Gallo-Romains, le tiers-État, prend sa revanche sur les Francs, la noblesse. C'est de la flûte enchantée, hein. Mais ça n'empêche qu'on y croit. Et puisque désormais il n'y a plus cette lutte ethnico-sociale, eh bien la société va être traversée par de nouveau des conflits, la lutte des classes. Et Guizot nous dit, il y a la lutte entre les productifs et les improductifs. Les productifs, c'est qui? C'est les patrons et les ouvriers. Et les improductifs, c'est le clergé et l'armée. Et Marx va reprendre le concept de lutte des classes. Il le dit explicitement, c'est pas moi qui fantasme. Marx écrit explicitement, merci à François Guizot d'avoir trouvé ce truc génial. Simplement, évidemment, ce salopard de bourgeois s'est planté. La lutte des classes, elle oppose d'un côté la bourgeoisie possédante et dominatrice et qui exploite le peuple, et de l'autre côté le prolétariat. Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est très bien qu'il y a une lutte des classes sous-jacente. Et que cette lutte des classes, évidemment, il va falloir essayer à tout prix de l'éviter. Et j'aurais tendance à vous dire que Zemmour, comme Napoléon Ier, a vu une guerre civile inéluctable, et que Marine Le Pen, qui tente la synthèse de Napoléon III, adoucit son discours, arrange son image, essaye, je dirais, d'éviter de choquer pour éviter, d'une certaine manière, la lutte des classes. Bien sûr, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, mon analyse, mais peut-être qu'au fur et à mesure que j'y réfléchirai, je vous trouverai une formulation, des explications plus convaincantes. Zemmour défend la France. Eux-mêmes, ils l'ont revendiqué d'ailleurs. Au tout début de la campagne, Zemmour a dit « Moi, je défends la France ». Et Marine Le Pen a dit « Et moi, je défends les Français ». Ben oui, mais c'est exactement ça. Napoléon Ier, la puissance de la France, les républiques sœurs, la France à 130 départements, la campagne de Russie, patati patata. Et effectivement, on ne sort pas de nos frontières, on évite d'intervenir. La seule connerie qu'il ait faite, effectivement, c'est d'aller soutenir les insurgés italiens, n'est-ce pas, dans l'affaire italienne, mais on ne sort pas de nos frontières, on aménage le territoire, on construit des chemins de fer, on construit des usines, on permet à tout le monde de gagner sa vie. Napoléon Ier défend la France, Zemmour défend la France, Marine Le Pen défend les Français. Voilà, je dirais, une interprétation dont je vous donne la primeur, et vous aurez peut-être l'occasion tout à l'heure de me dire si je délire ou si ça vous paraît à peu près acceptable ou convaincant. Concluons. Enfin. Concluons. Je crois que l'émergence de Reconquête est évidemment, même s'il fait un score moyen, même s'il n'est pas au deuxième tour, il n'empêche qu'évidemment c'est l'événement de cette campagne. Que Zemmour a décloisonné, plus qu'il n'y avait jamais eu de décloisonnement auparavant, aussi bien dans les électorats que dans les militants, que dans les cadres. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez nouveau. Pour autant, il est totalement chimérique de croire que, même si Zemmour est au deuxième tour et que Marine Le Pen n'y est pas, Marine Le Pen disparaîtra et que le RN disparaîtront. Je vais vous dire, si jamais elle n'y est pas, qu'elle n'y est pas à cause de Zemmour, elle voudra d'autant plus se venger qu'elle va chercher à continuer à exister le plus longtemps possible. Donc s'imaginer qu'elle va disparaître du jour au lendemain, ça me paraît délirant.
sauf à ce que l'un des deux gagne la présidentielle, ou sauf à ce que l'un s'efface devant l'autre, on peut toujours fantasmer, eh bien, ils vont continuer à exister pendant les temps qui viennent. Qu'est-ce qui peut donc être proposé du point de vue, je dirais, du tissu social, de l'engagement associatif? Tout simplement, hormis ceux qui ont envie de s'engager dans les partis politiques, si vous en avez envie, moi, je ne vous en empêcherai pas. Je ne suis pas sûr que ça me passionnerait, mais enfin, vous pouvez le faire. Enfin, ça me passionne de les voir, mais j'avoue que l'esprit du parti, c'est-à-dire le fait de toujours trouver que tout ce que dit le parti est bien et que tout ce que disent les autres est moche, ça me fatigue. Les bras m'en tombent, quoi. Bon. Je crois que ce qui importe évidemment, et en particulier lorsqu'on est catholique, c'est de contribuer au bien commun, et donc tout simplement de contribuer à la réalisation à la fois du bien du tout, et la réalisation concomitante du bien des parties qui composent le tout. C'est un juste agencement des choses. Il me semble que il y a peut-être le combat politique au niveau national, si ça vous intéresse, mais il y a aussi tout simplement la reconstitution du tissu social. La reconstitution du tissu social par des associations dans tous les domaines, défense du patrimoine culturel, du patrimoine naturel, en matière d'instruction, en matière caritative. Et je crains que l'on en ait vraiment besoin dans les mois et les années qui viennent. Autrement dit, eh bien, s'appuyer sur le tissu social réel, le reconstituer et rendre palpable à nos concitoyens, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'ordre cosmologique des choses, ou l'ordre naturel, si vous préférez, rendre palpable à nos concitoyens le bien commun. Je crois que une plateforme commune, je dirais, de ce qui pourrait être, je dirais, un mouvement social, réunissant des gens de sensibilités différentes, d'appartenances partisanes différentes, peut être identifiée. À la fois une plateforme commune qui soit une doctrine cohérente, qui soit doctrinalement cohérente, mais qui en même temps permet de capter, permet d'intéresser des personnes de sensibilités différentes. Je crois que ça peut se résumer à 5 items ou à 5 termes, si vous le permettez. L'identité, parce que l'identité, c'est la capacité à être et à définir, à se définir par rapport à un autre. L'autorité, je dirais l'autorité naturelle, que ce soit les fonctions régaliennes de l'État, ou l'autorité du chef d'entreprise, à condition que ce ne soit pas un financier, mais un chef d'entreprise, l'autorité du père de famille. La souveraineté, non pas la souveraineté comme une finalité, mais la souveraineté comme un moyen, le fait d'assumer ses responsabilités. Rappelez-vous du slogan génial des partisans du livre. Vous pourriez être vexé que les Britanniques aient quitté l'Union européenne. Bon, j'aurais des choses à dire à propos de ça et à propos des 2 sièges de la France et du Royaume-Uni au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que vous comprenez bien que tant qu'il y avait 2 États membres de l'Union européenne qui avaient un siège permanent au Conseil de sécurité, l'Union européenne ne pouvait pas se transformer en un État fédéral, parce qu'il aurait fallu fusionner 2 sièges, et donc faire rentrer un autre État au Conseil de sécurité. À partir du moment où vous avez un des 2 États qui sort, la France peut abandonner au CHLE son siège au Conseil de sécurité. Pourquoi pas? Pourquoi pas le donner au Bosch? Bon, alors, ça vous coupez pas en revanche, ça vous maintenez dans le truc. Hein. J'adore. Donc la souveraineté, effectivement, la souveraineté comme moyen, le fait d'assumer ses responsabilités, de pouvoir tout simplement prendre des décisions, dans les domaines où l'on est compétent. Et donc le slogan, vous vous souvenez du slogan des partisans du livre, Take Back Control. Génial le slogan. Absolument génial. Il s'applique à peu près à tous les domaines. Retrouvons le contrôle, ça ne veut pas dire retrouvons l'exclusivité, coupounons du monde, etc. Admettons des frontières étanches, ça ne veut pas dire ça. Retrouvons le contrôle, take back control. C'est génial comme slogan. La souveraineté comme moyen et non pas comme finalité. Les libertés, ou si vous préférez tout simplement la subsidiarité.
Le fait de ne déléguer à l'échelon supérieur que ce que l'on n'est pas capable de faire, mais en même temps le fait de laisser, je dirais, l'initiative à ceux qui en sont capables. Et puis enfin la dignité de la personne. Si quelqu'un, je vous assure que quand j'ai travaillé sur ces questions-là, j'ai à la fois regardé ce qui étaient les items, les idées dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont majoritairement acceptées par les Français, et en même temps la construction de quelque chose qui soit doctrinalement cohérent. Si une personne est attirée par cette liste, même si elle, pour diverses raisons, par exemple l'idée de dignité, on va dire ah ouais, bah alors donc ça veut dire que vous voulez diminuer le nombre d'avortements. Bah oui, on veut au moins diminuer le nombre d'avortements. Bah oui, bon. D'ailleurs, l'objectif c'est pas d'interdire l'avortement, l'objectif c'est qu'il n'y en ait pas. Bon, ça c'est encore une autre question. Bon. Mais enfin, si quelqu'un pourrait être choqué par l'un ou l'autre de ces éléments, je vous assure que l'attraction de des autres items de cette liste est suffisamment forte pour qu'il fasse abstraction. Il me semble que c'est un programme pour un mouvement social, à défaut d'être un programme pour un candidat à l'actuelle élection présidentielle. Je vous remercie vraiment de votre attention.